Bienvenue dans Savoir en santé, je suis Marina Carrère-Dancos et ensemble, nous allons plonger dans le monde du microbiote et son impact sur notre santé. Que ce soit dans notre intestin, sur notre peau, dans notre bouche ou encore nos voies respiratoires et urogénitales, ces communautés invisibles sont essentielles à notre bien-être. Mais quand cet équilibre se brise, c'est tout notre organisme qui en pâtit. Maladies inflammatoires, troubles métaboliques, infections et même certaines pathologies neuropsychiatriques. Comment préserver cet équilibre fragile ? Quels sont les impacts de notre alimentation, de notre mode de vie ou de l'environnement sur ces milliards d'hôtes qui nous habitent ? Et comment la science tente-t-elle d'exploiter leur pouvoir pour mieux soigner certaines maladies ? Ce podcast, porté par la Fondation de l'Académie de médecine, s'inscrit dans un cycle de 5 épisodes où nous explorerons ensemble les différentes facettes du microbiote et son influence sur notre santé à travers des échanges avec des chercheurs, médecins et experts du microbiote. Pourquoi certains micro-organismes du microbiote peuvent-ils devenir pathogènes ? C'est le sujet de ce podcast. En d'autres termes, comment un microbiote sain nous protège-t-il, tandis qu'à l'opposé, un déséquilibre, une dysbiose peut favoriser l'émergence d'agents infectieux responsables de maladies parfois très graves. L'agression d'un microbiote par une plaie, une cicatrice chirurgicale ou encore la prise d'antibiotiques peut être à l'origine de ces infections qualifiées de nosocomiales quand elles sont contractées lors d'un séjour hospitalier. De la symbiose à la dysbiose et survenue d'infections, c'est avec le professeur Marie-Hélène Nicolas-Chanoine et le professeur Vincent Charlier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Marie-Hélène Nicolas-Chanoine, vous êtes microbiologiste. Vincent Charlier, vous êtes microbiologiste épidémiologiste, membre de l'Académie nationale de médecine. Professeur Nicolas Chanoine, je vous laisse les premiers propos sur un sujet quand même sur la microbiologie qui est quelque chose de pas bien connu, complexe a priori et passionnant. Merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais apporter 2 précisions. La première, c'est qu'on appelle aujourd'hui microbiote ce qu'on appelait, on l'appelle encore, la flore microbienne. Oui, j'ai appris ça dans mes études de médecine. Voilà. Donc, la terminologie vient d'époques différentes, liées à des technologies différentes pour regarder, observer, connaître les bactéries du microbiote. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est de rappeler que les bactéries sont apparues il y a plus de 3 milliards d'années et que nos ancêtres sont arrivés il y a 2 millions d'années. Oui. Donc, il faut avoir la vision, je pense, que les hommes sont venus habiter chez les bactéries. Et voilà. Et donc, c'est la base qu'il faut avoir en tête. Alors, ces bactéries, elles se sont adaptées à l'homme. Et en particulier, elles sont venues coloniser toute la surface qu'il y a entre l'homme et l'environnement. La peau, les muqueuses de la gorge, les muqueuses du tube digestif, le vagin, etc. Et ces bactéries qui sont là se sont adaptées, ça a dû prendre du temps, et elles habitent en bonne entente avec l'homme. Et cette bonne entente tient au fait qu'elles ont un rôle. Elles vivent, elles travaillent pour la bonne santé de l'homme, en sachant qu'elles ont un rôle primordial de protection contre les micro-organismes qui sont dans l'environnement et qui ne sont pas venus s'installer là. Ce sont des étrangers, on va dire. Et puis, elles vont aussi participer à la bonne digestion d'aliments, etc. Plein de choses. Donc, elles sont là comme garants d'une bonne santé chez l'homme. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est l'équilibre. Mais, vous avez parlé de symbiose. Voilà, c'est ça, la symbiose, c'est la bonne entente. Mais en même temps, il peut y avoir des éléments perturbateurs du microbiote. Et avec Vincent, nous avons choisi 4 exemples de perturbations. Allez, on va faire un truc fou, on commence par la première. La première, donc c'est moi qui vais la proposer, la raconter. En fait, c'est que justement, ce microbiote, à un moment donné, pour des raisons X ou Y, on ne va pas rentrer dans le détail, n'arrive pas à jouer son rôle de barrière contre les micro-organismes étrangers pathogènes. Et donc, des agressifs, des pathogènes vont arriver à rentrer et en particulier donner des infections à l'étape de la pénétration au niveau du tube digestif. Et tout le monde connaît les infections intestinales du choléra.
Donc, tout le monde connaît la fièvre typhoïde. Alors, ça commence, la bactérie, la salmonelle, elle passe d'abord par le tube digestif, puis après, va se développer dans le sang. Donc, c'est une infection liée à cette rupture, cet arrêt de barrière. Et puis, au niveau de la gorge, là, je parle du tube digestif, mais au niveau de la gorge, tout le monde connaît l'angine à streptocoque. Eh bien, l'angine blanche ou rouge, etc. Qu'il faut traiter. Qu'il faut traiter, la seule qu'il faut traiter. Voilà. Et en fait, parce que la flore cutanée, la flore de la gorge n'a pas empêché le streptocoque de s'installer. Donc voilà 2 exemples de ce premier élément perturbateur. Alors je crois que c'est à vous, professeur. Donc il y a encore 3, on a imaginé les trois autres scénarios très importants qui expliquent à quel point le microbiote joue un rôle absolument essentiel en pathologie infectieuse. Le suivant, donc c'est le deuxième dans la série des 4, est très connu de tout le monde. C'est lié au fait que, bien sûr, ces innombrables bactéries qui sont dans nos microbiotes, il n'y a pas un microbiote, il y a des microbiotes, éventuellement ne restent pas là où ils sont. Ils peuvent sortir de leur niche et aller à des endroits où ils ne devraient pas aller. C'est-à-dire, par exemple, dans des secteurs stériles de notre corps. Alors, pourquoi ? Parce que, pour des raisons anatomiques toutes bêtes, le premier exemple que tout le monde connaît, il se trouve que l'extrémité du tube digestif est extrêmement proche de l'extrémité du système urinaire. Surtout chez la femme. Voilà, et surtout chez la femme pour des raisons anatomiques. Et donc, il peut y avoir des toutes petites quantités de microbiote. Nous, on dit la flore fécale, en ancien franc, on dit la flore fécale. Mais disons, le microbiote, qui est plus à la mode, peut se retrouver juste à l'endroit de l'extrémité de l'arbre urinaire. Or, au sein de ce microbiote, alors que ce sont nos bons copains d'habitude, lorsqu'ils restent là où ils doivent être, sont tout à fait capables de fabriquer de l'infection. Et tout le monde connaît la cystite à Escherichia coli, à colibacille, comme on dit, mais il y en a d'infection urinaire, mais également prêts à fabriquer de l'infection urinaire, il y a les Klebsiella, il y a les entérocoques, et donc au fond, nos copains peuvent à tout moment devenir, nos commensaux manger avec nous, être à la même table que nous, peuvent devenir des vous savez bien, il n'y a pas pire que les proches pour vous causer des ennuis. Et ça, c'est le premier exemple pour le tube digestif, mais il y en a d'autres. Tout le monde sait bien que quand on se coupe, quand on se blesse, quand on se brûle, ou quand on fait de la chirurgie, on peut accidentellement faire pénétrer un petit peu de microbiote cutané ou un peu de microbiote oropharyngé, rhinopharyngé, en sous-cutané ou en intramusculaire ou dans une articulation. Alors là, tout le monde connaît le Panari à staphylocoque et les infections post-opératoires à staphylocoque. Donc, au fond, nos commensaux de nos microbiotes, ils sont formidables quand ils restent là où ils sont, c'est-à-dire qu'ils restent à leur place. Alors, un autre exemple, tout ça vient en parfait équilibre. Il y a à peu près au moins 1000 milliards de bactéries, ça fait un bon kilo. C'est même plus proche de 10 000 milliards. Donc, c'est absolument invraisemblable, cette quantité. Mais tout ça vit gentiment en équilibre. Oui. Mais si on commence à matraquer ça par des événements extérieurs dont certains sont absolument voulus, par exemple les traitements antibiotiques, qui sont absolument nécessaires pour guérir des infections bactériennes, on met le bazar là-dedans. Et en particulier, on commence à éliminer toute une partie de la flore, non seulement digestive, mais cutanée, oropharyngée, alors que ce n'est pas du tout voulu, ce n'est pas ça l'objectif, bien entendu. Mais l'antibiotique étant là, il fait son boulot, lui, il est là pour tuer des bactéries. Et donc, ça crée un vide terrible. Et dans nos microbiotes, quel que soit ce microbiote, il y a toujours en place quelques espèces qui sont naturellement, depuis toujours, résistantes aux antibiotiques. Et donc, depuis toujours, on appelle, dans notre jargon de microbiologiste, on appelle ça la résistance naturelle. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout lié à des mutations. Oui, elles sont comme ça. Comme les éléphants sont gris, et voilà, il y a les éléphants roses, mais ils sont différents. Ça, c'est les éléphants gris. Et ceux-là, étant résistants aux antibiotiques, sont parfaitement favorisés. On connaît au moins 2 très bons exemples. Prise d'antibiotiques, tube digestif et Clostridium difficile, qui est une bactérie résistante à presque tous les antibiotiques. On profite lâchement pour se multiplier
et en plus produire une toxine, et ça donne une agression absolument terrible de la muqueuse digestive. Et un autre très bon exemple, alors c'est pas une bactérie, mais c'est un champignon, une levure, le Candida albicans. Si vous mangez beaucoup d'antibiotiques, dans le tube digestif, bien entendu, la cavité bucopharyngée et vaginale, ça crée du vide. Et les candidats, ces levures qui sont là à titre normal, prolifèrent. Et qu'est-ce que ça donne? Le muguet, la vaginite à candida, qui est parfaitement bien connue comme étant un effet secondaire indésirable du traitement antibiotique. On connaît très bien la classique séquence, puisqu'on venait de parler de cystite à colibacille. Cystite à colibacille, antibiotique, vaginite à candida. Alors ça, c'est un grand classique en médecine. Et je précise juste, comme vous le disiez, que ces infections à Clostridium difficile sont tellement multirésistantes que parfois, seule la transplantation fécale peut en venir à bout. Exactement, en particulier pour les récidives. Voilà. C'est quand même assez impressionnant. Exactement. Alors, proche de ce dernier scénario, mais quand même légèrement différent, là, on va passer à la résistance acquise. Parce que là, on était dans la résistance naturelle. Tous les Clostridium et tous les candidats albicans sont résistants aux antibiotiques. Comme dans cette gigantesque quantité de bactéries, on s'imagine bien que lorsqu'elles se multiplient, elles font des erreurs, elles font des erreurs de recopiage de leur génome, ça s'appelle des mutations, ou même elles se parlent, elles s'envoient des recettes de cuisine l'une à l'autre. Donc tout ça, ça se modifie sans arrêt. Tout ça n'est pas grave. Mais certaines de ces modifications génétiques aboutissent à des variants, le mot est très à la mode pour la virologie, pour la Covid, etc., des variants résistants aux antibiotiques. Ça n'a aucune importance tant qu'on n'amène pas de l'antibiotique là-dedans. Alors quand on amène de l'antibiotique là-dedans, un peu comme tout à l'heure, on fait un peu de vide. Et puis, les mutants qui ont eu la chance d'avoir la bonne mutation, donc c'est l'adaptation grand classique, Darwin, la sélection naturelle, sont ravis, survivent, pullulent, et au fond, ça va transformer le microbiote. Il s'appelle digestif, mais il y a exactement la même chose dans l'oropharynx, il y a exactement la même chose sur la peau. Ce microbiote est transformé en usine à fabriquer du variant résistant aux antibiotiques. Et du coup, nos microbiotes deviennent un outil formidablement efficace de transmission, de dissémination des bactéries résistantes. On ne le voit pas. Ça passe à un autre tube digestif, par l'alimentation, par les contacts directs, par la peau, etc. Et c'est ce qu'on appelle des épidémies souterraines. Des épidémies invisibles. Et c'est ça que l'on voit très très bien dans les hôpitaux. Des dizaines et dizaines de malades, se refilent par les mains des médecins, des infirmières, etc., des bactéries résistantes. Il ne se passe rien, sauf qu'un jour, on pose un cathéter, on fait de la chirurgie, et là, d'un seul coup, on a une infection nosocomiale à bactéries multirésistantes, qui a été créée où? Dans nos microbiotes. C'est-à-dire que le microbiote, c'est d'abord une usine génétique incroyable, un creuset génétique formidablement efficace pour fabriquer de la résistance aux antibiotiques. Pas de microbiote, pas de résistance aux antibiotiques, en tout cas chez l'homme. D'accord. On va passer, c'est extrêmement intéressant tout ça. On va passer à quelques questions, mais juste je voulais revenir sur ce que vous disiez en préliminaire, en liminaire, enfin ce que vous voulez, que en fait elles ont des millions d'années, ces bactéries, et on a l'impression aujourd'hui qu'on a découvert le microbiote, et notamment le microbiote digestif, il y a 20 ans, que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Et non, en fait, ce n'est pas une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. On commence, grâce notamment à la microbiologie, à mieux analyser, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. On a toujours vécu avec ce microbiote. Absolument. Et c'est pour ça qu'avec Vincent, nous souhaitions parler, dans le cadre des podcasts, du microbiote vu par les infectiologues et les microbiologistes, parce que nous savions que quand vous prenez un écouvillon rectal, on a beaucoup fait d'écouvillons rectaux pour regarder les bactéries. On regarde, on voit une multitude de bactéries. Et on sait que là, on sait que c'est un rôle important de protection. Tu dis que c'est un creuset d'informations, mais c'est aussi un réservoir de défense. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et que la vitalité de ce microbiote, qui est un monde vivant
autonome. Là, il s'est adapté à l'homme. Mais l'homme disparaît demain. Le microbiote, il va disparaître parce qu'il ne sera plus là sur l'homme. Mais les bactéries vont être là, elles vont continuer. Donc, je pense que cette notion de vivant est extrêmement importante. Et la nouveauté qui est effectivement passionnante, c'est parce qu'on a aujourd'hui les outils pour analyser, et c'est ça qui est récent, pour analyser ce microbiote, c'est pour ça qu'on avance. C'est les outils qui le permettent. Alors, les outils permettent d'avancer pour décrire le microbiote, parce que c'est surtout ça. Maintenant, la question, et on y reviendra peut-être un petit peu après, c'est comment protéger ce microbiote, l'utiliser, d'accord, mais aussi le protéger, et donc bien connaître ses modes de fonctionnement, pour pas non plus qu'on le détruise d'une autre façon que le font les antibiotiques, c'est-à-dire la manipulation du microbiote. Il faut beaucoup réfléchir à ce que ça veut dire. Voilà. Déjà, on va parler des personnes qui sont des personnes immunodéprimées sévères, des personnes qui ont le sida, qui ont eu des greffes de moelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau du microbiote? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Alors, on sait des choses depuis très longtemps. Vincent me le rappelait, on rediscutait sur ce sujet depuis très longtemps, et des choses pas tant sur le microbiote que sur, on va dire, la membrane du tube digestif. Voilà. Parce qu'il faut aussi réaliser que le microbiote, il est en permanence en interaction, en communication, c'est un mot à la mode, en communication entre les bactéries qui sont là et les cellules du tube digestif. Il y a une grande... Et cette membrane, elle est perméable, elle est imperméable? Alors, normalement, cette membrane, elle est imperméable. Et on sait que chez les patients très immunodéprimés, où ils ont peu de leucocytes, il y a des perturbations du système immunitaire et qui vont déranger et la membrane du tube digestif et le microbiote. Et la membrane, c'est les cellules de la membrane qui n'adhèrent plus entre elles. Donc, il y a une sorte de relâchement. Et du coup, ça a des effets sur le microbiote aussi. Et donc, tout ce qui va se passer chez ces gens-là, c'est qu'on va avoir une possibilité de passage dans cette paroi, qu'on va dire, devenue passoire, dans l'organisme humain. Et que donc, à un moment donné, Vincent me rappelait encore les protocoles qu'on a essayé de faire pour décontaminer le tube digestif des patients qui est greffé de moelle, pour que justement, il n'y ait pas de problème d'infection lié au passage des bactéries du microbiote qui est désorganisé. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui a été essayé? Eh ben, on a fait des cocktails d'antibiotiques avec des aminosides qui sont des antibiotiques que quand on les prend par la bouche, ils restent dans le tube digestif. Des médicaments, je ne saurais plus, Vincent, lesquels autres on a associé, les macrolides. On a fait des cocktails d'antibiotiques qui restent dans le tube digestif, voilà, quand on les prend par la bouche. D'accord. Et les effets de ça, ça a été... Moyen. Vous êtes quand même deux pour le dire. Voilà, non, parce qu'on a fait partie de ces équipes il y a très longtemps dans les hôpitaux. Oui, c'était le grand boom d'il y a 30 ans. Quoi. Voilà. Gustave Roussy était en tête de ces découvertes. On a tout tenté, quoi. Essayer de rendre le tube digestif désert. Bon, c'est quand même une illusion. Il y a quand même beaucoup de monde. Oui. Enfin, et d'ailleurs, donner à manger aux malades profondément immunodéprimés une nourriture stérile. Pour ne pas leur apporter des éléments de l'extérieur. Et le problème, c'est que ce passage à travers la membrane du tube, la paroi du tube digestif donne des bactériémies, des septicémies. C'était absolument dramatique. Et donc, ça a été tenté de tout. Et maintenant, c'est pas qu'on en est revenu, mais d'abord, il y a eu très peu d'essais contrôlés, vraiment contrôlés. Il n'y a pas d'essais contre placebo, c'est trop. On ne peut pas faire un essai. On n'ose pas, c'est pas éthiquement, c'est pas possible. On est d'accord. Donc, on précise contre placebo, c'est qu'il y a une catégorie des patients qui n'a pas le médicament et ni le médecin ni le patient ne le sait. Donc, la seule tendance maintenant qui pourrait se dégager, c'est au moins, si on veut faire ça, si on veut essayer de réduire la quantité de bactéries dans le tube digestif, utiliser des antibiotiques à spectre un peu moins large, qui ne tapent pas sur une partie essentielle, ce qu'on appelle dans notre jargon des anaérobies strictes, qui jouent un rôle, semble-t-il, plus protecteur. Mais l'expérience n'a pas été formidablement concluante. D'accord. Parlons quelque chose qui apporte toujours, enfin qui fait toujours parler parce que ça apporte beaucoup d'espoir, c'est les probiotiques. Est-ce que les essais de modulation du microbiote par ces produits
se sont révélés efficaces. Vous allez me dire encore moyens. Oui, c'est un peu plus que moyen même, ou plutôt un peu moins que moyen. Oui, c'est ça. C'est vieux comme tout, hein. C'est vieux comme tout. Probiotique, c'est l'espoir d'amener des bactéries qui ne sont pas là, qui ne sont pas présentes dans notre microbiote, dans l'espoir au fond, de tenir la rampe et d'essayer d'équilibrer tout ça. Alors, là, on a commencé par des probiotiques très simples. Hein. Autrefois, en médecine, on disait souvent « Ah, vous allez prendre des antibiotiques, mangez des yaourts. » Oui, absolument. Le lactobacillus, acidophilus, enfin bon. Et d'ailleurs, une grande partie des probiotiques ne sont jamais que des bactéries lactiques. Hein. Pas toutes, hein. Il y a de tout. Il y a des levures, tout a été essayé. Les méta-analyses, c'est-à-dire, dans notre jargon, c'est mettre ensemble toutes les études et essayer de faire parler tout cet ensemble de données, donne des conclusions assez décevantes. Alors, il y a un petit effet protecteur dans la diarrhée post-antibiotique, ou dans sa prévention, ou dans le raccourcissement de la diarrhée post-antibiotique. C'est pas stupéfiant. Hein. Il y a un petit effet. En dehors de ça, il y a beaucoup d'essais dans plein de choses maintenant. C'est étonnant parce que c'est le mot à la mode, les probiotiques. Plein de choses. Alors, il y a une autre manière de répondre que vous allez trouver peut-être un peu simple et brutale. Les probiotiques ne sont pas reconnus comme des médicaments par les autorités de santé. La meilleure preuve, c'est que, sauf exception, ne font pas partie des produits remboursés par la Sécurité sociale. Ce n'est quand même pas un hasard. Ce n'est pas par méchanceté. Oui, bien sûr. C'est qu'il y a le service médical rendu n'est pas... Voilà, de ce qu'on appelle le service médical n'est absolument pas formidable. Mais on ne sait jamais. Hein, c'est essayé dans un certain nombre de pathologies. On verra plus tard dans des pathologies. Toi, tu as regardé des choses sur certaines pathologies. Alors, bon, là, on a employé les probiotiques sur 2 niveaux. L'alimentation. En fait, il faut quand même dire qu'on a des probiotiques. On n'a pas... Voilà, l'alimentation apporte des éléments importants. Et l'acide lactique, pourquoi on a besoin de l'alimentation ? Parce qu'elle est censée, avec l'acidité, combattre d'autres bactéries qui viendraient au sein de cette flore qui n'est pas complètement détruite non plus, notre flore microbiote. Il ne faut quand même pas exagérer. Sinon, voilà, on serait comme les malades sous greffe. Là, on aurait des translocations, des passages de bactéries dans notre... Bon, voilà, donc en fait, il faut être un petit peu raisonnable là-dessus. La deuxième chose, donc, c'est les probiotiques qu'on appelle compléments alimentaires, c'est-à-dire qu'on va donner... soit disons ce qu'on n'aurait pas dans l'alimentation, ce qui peut exister. Mais là, je pense qu'il y a un nouveau terme qui est en train d'émerger, ça va être les probiotiques thérapeutiques. Au sens où, c'est ça que j'en parlais, c'est que j'ai lu une étude sur le fait qu'il y a des traitements par immunothérapie maintenant, et que... c'est l'équipe de Villejuif, il y a des travaux qui ont été faits qui montraient qu'il y avait une espèce bactérienne, le nom est très compliqué, je le passe, qui est importante pour que les traitements anticorps fonctionnent. Ils ont pu la nommer et ils ont pu montrer que, dans des modèles de souris, si on fait des traitements avec ces médicaments anticorps sur des cancers chez les souris, si elles n'ont pas cette fameuse bactérie, le traitement marche moins bien. Donc, ils en ont conclu que c'était important. Et donc, émergent des idées comme quoi on pourrait non pas donner des probiotiques les plus classiques pour le truc lactique, mais qui cibleraient quelque chose par rapport à l'efficacité de traitement. Mais là, on serait dans le vrai service médical rendu. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui va être... L'idée de penser les probiotiques comme thérapeutiques, à mon avis, va certainement émerger. Mais il va falloir faire beaucoup d'études pour démontrer que c'est effectivement efficace. Voilà ce que je pense. Le microbiote intestinal, est-ce qu'il peut se maintenir malgré les apports extérieurs? Alors, il est très, très bien équilibré. Quand tout va bien, très, très bien équilibré. Et il y a eu plein de magnifiques expériences qui montrent que quand on veut faire rentrer quelque chose qui n'est pas prévu au programme, eh bien, justement, ce n'est pas prévu au programme. Et donc, pouf, ça rentre d'un côté, hop, ça sort de l'autre. Et il y a eu Alors, ça a été tenté avec des espèces bactériennes qui ne font pas partie de nos flores. Elles rentrent,
plouf, on en détecte un tout petit peu parce que comme on en fait manger, alors bien sûr, en général, ça n'a pas été fait chez l'homme, ça a été fait dans des souris auxquelles on donne une fleur humaine. Oui. Et on essaie de faire rentrer la bactérie du schmoll qui n'est pas prévue au programme. On la voit vaguement un petit peu, là, puis hop, ça va. Par contre, on met un coup d'antibiotique auquel cette bactérie est résistante. Alors là, formidable. Elle se multiplie, elle prend du terrain. On arrête, ça diminue et c'est pas... On a fait la même chose avec des espèces bactériennes de notre microbiote, mais en version pas normale. Oui. En version printemps rouge, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire, par exemple, résistante aux antibiotiques. Par exemple, le colibacille. Ça a été fait. Alors, on fait rentrer le colibacille résistant. Piouf, il disparaît. On met l'antibiotique, blouf, le colibacille prend la place d'une autre. Oui. Il reste, tant qu'il y a de l'antibiotique dans l'eau, en général, on met dans l'eau de boisson de la souris, on arrête l'antibiotique. Ça recommence. Il disparaît. Mais il disparaît, mais en fait, il reste un tout petit peu. On remet l'antibiotique, on le voit réapparaître. Donc, en fait, le microbiote est vraiment programmé, il se programme lui-même. C'est du vivant, comme disait Marie-Hélène, c'est du vivant. Il n'a pas besoin de nous, le microbiote. Et donc, il est vraiment fait pour être là où il est et composé comme il est à un moment donné, une certaine époque de la vie, en fonction d'un certain type de nutriments, un certain âge, et puis un certain type d'alimentation. Les végétariens purs n'ont pas exactement le même microbiote que ceux qui mangent de la viande et autre chose. Mais qu'importe, pour chacun, son microbiote est en équilibre. Et au fond, essayer de le perturber par des choses extérieures, ce n'est pas si facile. Oui. C'est pour ça que tout ce que l'on imagine faire sur la manipulation du microbiote, comme dit l'autre, il faut voir. D'accord. Un mot sur la résistance aux antibiotiques, parce que c'est vraiment un problème essentiel. Les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques sélectionnées donc par les antibiotiques, est-ce qu'elles restent ensuite dans le microbiote ou pas ? Alors, Vincent a donné des exemples. Oui. C'était chez la souris. Bien sûr. Moi, je vais prendre des exemples chez l'homme. C'est ça. Parce que ça nous intéresse un peu directement. Voilà. Alors, en fait, c'est oui et non, je vais dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites pour regarder si les gens portaient, en particulier dans les hôpitaux, différentes populations, s'ils portaient des bactéries. Bon, on en trouve. Mais on a fait des groupes, on a comparé des populations qui en portaient et qui n'en portaient pas. Et donc, au sein des hôpitaux, donc c'était quand même des populations un peu particulières, mais on a fait des études pour essayer de trouver les facteurs de risque d'avoir des bactéries multirésistantes. Bon. Et donc, ces études-là ont montré qu'il y a quelques facteurs qui sont assez clairs, qui sortent de façon statistiquement bien corrélée. C'est, avoir des antécédents d'hospitalisation récente. On ne va jamais au-delà de 6 mois dans les études. Okay. D'avoir eu des antibiotiques récemment et d'être originaire de certains pays. Parce que l'hypothèse du parce que, c'est que les gens qui sont originaires de certains pays peuvent retourner dans leur pays. C'est peut-être la meilleure hypothèse. Et il y a certains pays, dans les pays, on va les dire, où il y a une promiscuité plus importante en rapport avec le style de vie, le niveau économique, etc. Il y a des transferts et il y a beaucoup de bactéries. Ce sont aussi des pays où la consommation d'antibiotiques est moins régulée et pourtant elle peut être enfantine. Mais enfin, il y a plein de facteurs et qui fait qu'on... Et l'hygiène, pour ça je parlais de premier, qui font que... Voilà, donc on a bien répertorié ça, qu'il y a des facteurs de risque. Bon, si on essaye de sortir de l'hôpital, parce que c'est ce qu'il faut faire, et faire des études de portage, je vous assure, de bactéries multirésistantes chez vous, chez moi, les gens sains, trouver la façon de le faire n'est pas si évidente. Mais bon, on a essayé de le faire et on l'a fait. On a fait des études dans un centre qui fait un check-up. Alors, le check-up, je crois que tout le monde connaît. La sécurité sociale envoie à tout le monde un papier qui dit « Vous pourrez avoir droit à une visite médicale complète avec tous les examens, voilà. » Bon, donc, on a trouvé un centre qui était affilié à la sécurité sociale et qui était partant parce qu'il fait, de pouvoir prélever des patients qui viennent faire leur check-up. Bon, et puis on a fait ça sur
une période d'une année, de mémoire, c'était 2008, et ou ça après 2006, et on a refait en 2011 pour voir s'il y avait de l'évolution. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y avait quelques personnes qui portaient dans leur tube digestif des bactéries, c'était des entérobactéries qui étaient essentiellement des colis, mais pas bactériques, avec des enzymes qui donnent une résistance aux bêta-lactamine. Voilà. Et on a vu un pourcentage, et 6 ans plus tard, il était plus élevé. Mais il n'était que de 6%. 0,6%, 6%. Enfin, c'est quand même une multiplication par 10 en l'espace de... Donc, c'est quand même significatif. Voilà, c'est significatif, mais peu de gens portaient. D'accord ? C'est ça aussi, tu veux dire. C'est que c'est peu de gens. C'est peu de gens, et les gens ne le savaient pas, ce que raconte-t-on. Voilà. Mais aussi, ce qu'on a montré, et ça me semble le plus important, c'est que on dit colis, mais colis, il y en a des tonnes. Voilà, c'est une population incroyablement diversifiée. Et chacun de nous a ce qu'on appelle un colis dominant. C'est-à-dire, chacun a son colis, parmi les colis qui sont là, qui dominent. Eh bien, les bactéries multirésistantes, les colis multirésistants, n'étaient pas les dominants, sauf chez un patient. Donc, ils sont, voilà, tout pour vous raconter les conditions du microbiote. Le microbiote, il ne faut pas dire « Oh, il y a des bactéries. » C'est la dynamique. S'il est là, mais il va finir par disparaître à un moment donné, X ou Y. C'est ce que raconte Vincent, la stabilité. Il est là, mais si on met des antibiotiques, il va sortir. Et peut-être pas chez tout le monde, parce que non plus, c'est pas tous les mêmes susceptibilités individuelles en plus. Et puis, le colis est différent d'un autre. C'est ça, je pense, qu'il faut penser. C'est que c'est important de connaître les facteurs de risque pour que quand quelqu'un est malade, on puisse lui poser les questions. Avez-vous été hospitalisé ? Avez-vous voyagé ? Avez-vous... Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut amoindrir la peur. Au sens que, de toute façon, s'ils sont là, ils sont là. Bon, je veux dire. Mais sachons quand même qu'elles sont dominées, que toujours, le microbiote, il va essayer de reprendre sa situation de base et d'éjecter tout ce qui pourrait nous faire du mal. Il est gentil avec nous, le microbiote. Il faut être gentil avec lui. Et il faut être gentil avec lui. Il faut donc être très gentil. Très gentil avec lui. Il ne faut pas croire qu'on va le travailler, le manipuler, en faire ce qu'on veut. Ça, c'est une illusion. Mais écoutez, c'était passionnant. Franchement, je découvre la microbiologie qui est quelque chose qui est censé être très, très, très complexe, mais que vous racontez très bien. Et merci pour ce beau duo que vous formez. Vraiment. Merci beaucoup. Merci.